C'est une rude question, hein, donc toute cette histoire de religion et puis parce que bien sûr on est pris dans des images, dans des strates mais alors bon, moi j'ai écrit un texte qui est sorti dans le journal des anthropologues où je crois que le titre était comme ça, il faut déconfessionnaliser la laïcité. Pour moi, c'est une façon en fait d'aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout de la déconstruction. Pas pour la déconstruction, mais c'est juste pour montrer en fait qu'il nous faut aller euh, jusqu'au bout pour expliciter pour expliciter tout ce qui est considéré comme allant de soi, en fait, pour les mettre, pour mettre ça un peu en avant. Alors, déconfessionnaliser la laïcité, ça veut dire, au fond, que on n'a pas encore fini ce travail d'épuration, ce travail sur la tradition, notamment séculaire, c'est-à-dire pour pouvoir la critiquer et la mettre en question, pour sortir en fait de ce paradigme de la sécularisation et pour dire que finalement le primat, c'est le politique, et c'est ça c'est ça le plus important. Et déconfessionnaliser la laïcité, c'est montrer aussi en même temps qu'on est toujours pris dans une tradition qui souvent est aveugle sur ses propres sur ses propres tenants et aboutissants, et on pense toujours être suffisamment laïque ou suffisamment séculier, alors qu'on n'est pas encore suffisamment. Et pour la bonne raison, en fait, c'est toutes les discussions qu'il y a actuellement en Europe, à savoir en fait que tout d'un coup on redécouvre au fond le fait que, pour différentes raisons, bon, sur lesquelles on ne peut pas s'étendre, mais enfin, tout d'un coup, on découvre que finalement, l'autre, il reste toujours autre, il reste religieux profondément, même si par ailleurs, on est soi-même laïque, ou même si on est prêt finalement à, à se dire séculier, euh, on réintroduit la religion pour déclasser l'autre. On réintroduit la religion pour montrer en fait que finalement quelque part quand même ils sont pas tout à fait comme nous, et qu'il y a des relents de religion chez les autres, alors que nous on est sorti du religieux, et pourtant on réintroduit le biais ethnocentrique ou le biais religieux pour déclasser les autres en disant mais enfin par exemple les musulmans, mais c'est pas la même chose, enfin ils sont quand même encore trop pris dans leur univers religieux. Nous, on est laïque, mais pour nous préserver en fait de l'islam, il faudrait quand même, oui, rappeler un certain nombre de principes, et parfois même rappeler les racines chrétiennes de l'Europe, etc. En fait, on est capable en fait d'être dans le paradoxe et d'être à la fois séculier et d'être sorti du religieux, mais quand il s'agit en fait de déclasser l'autre pour différentes raisons, enfin en tout cas ou de le configurer comme, comme menaçant, la religion devient un facteur en fait rédhibitoire. Et c'est pour ça que je dis que souvent la religion est un facteur en fait apparaît comme un facteur d'exclusion, ou un facteur rédhibitoire qui consiste à montrer l'autre dans son étrangeté ou bien dans son identité religieuse indépassable, quoi. Donc voilà ce que j'entendais par il faut déconfessionnaliser la laïcité, c'est-à-dire vraiment aller au bout de la critique de la religion, et, et donner toute la place finalement au processus politique. Bien sûr, sans être naïf, je sais très bien en fait que la religion, elle est manipulée, qu'elle est instrumentalisée, mais il faut nous donner les instruments d'analyse pour comprendre que derrière les enjeux religieux, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux sociaux. C'est ce qui se passe, quoi. En fait, souvent, il y a un amalgame, et on déclasse un certain nombre de revendications qui sont d'ordre identitaire, d'ordre social, d'ordre économique, sous le prétexte que ça relève plutôt du religieux, et surtout que ça relève de certaines catégories qui, elles, ne seraient pas sorties du religieux. Donc voilà, moi je pense que la religion est un langage social, est un langage que on utilise dans les stratégies
de contrôle, dans les stratégies de pouvoir, pour, pour promouvoir toujours, au fond, des, des stratégies de politique, c'est-à-dire de domination ou de suggestion. Et donc, si il nous faut déconfessionnaliser laïcité, il faudrait pouvoir donner à à la société et au processus politique toute son ampleur, quoi, et essayer de réfléchir en termes plutôt politiques qu'en termes religieux, partant de l'idée que la religion n'est qu'une fonction dérivée en fait du politique, hein. Et c'est pour ça que est-ce que franchement est-ce que la révolution islamique, est-ce que l'Iran est un pays qui vit dans la religion? Ben non, non, il a un système politique, il a tout ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord et tout, mais enfin il y a une rationalité qui fait que ce pays il obéit à un certain nombre de considérations stratégiques, politiques, pragmatiques, etc. Puis qu'au fond, la religion n'est là que comme, je sais pas comment dire, enfin, comme comme langage social, quoi. C'est comme une façon de légitimer ou de faire passer un certain nombre de considérations. Oui, voilà, en fait, c'est cette précision que je voulais donner par rapport à cette question. Alors, peut-être il y a une dimension aussi qui m'a intéressé, qui est dans le prolongement, en fait, de euh, de la religion, mais aussi de notre modernité, à savoir la dimension sacrificielle. La dimension du sacrifice, parce que de nouveau, on a pensé souvent que nous, les modernes, nous sommes sortis de la raison sacrificielle, parce que on est sortis de l'ère du religieux, et au fond, le sacrifice, c'est que pour les autres. Et il apparaît plutôt comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de dépassé, et menaçant, bien sûr, parce que le sacrifice, bah, c'est la violence, enfin, en tout cas, soit une violence contenue, parfois, elle n'est même pas contenue, elle se manifeste dans toute son ampleur, parfois dans toute son horreur. Et là, de nouveau, moi, il me semble que si on réfléchit par rapport à nos objets, quoi, enfin anthropologiques, si on réfléchit par rapport à la notion de guerre, si on réfléchit par rapport à la notion justement de sacrifice, on s'aperçoit que finalement, à force de dire qu'on est sorti du sacrifice et que c'est les autres sont restés rivés, de nouveau, on fausse la perspective et puis, de nouveau, on introduit une frontière entre les bons et les méchants, en quelque sorte, entre ceux qui, qui, euh, qui, qui s'en sont sortis et puis d'autres pas, ou qui risquent, même s'ils s'en sont sortis, ils risquent de retomber dedans. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de révisiter avec d'autres, bien sûr, d'auteurs, quoi. Et de nouveau, je rappelle, en fait, je suis redevable à tous les auteurs qui m'ont précédé, qui m'accompagnent, etc. Et en fait, je ne fais que formuler, reformuler des idées. Il m'est apparu que pour réfléchir sur notre modernité, il est important de revisiter la notion de sacrifice. Il est important de revisiter la forme enfin la frontière qu'on a établie entre société de sacrifice et société qui serait sortie du sacrifice, et notamment à travers la notion de guerre, quoi. Enfin, parce que là aussi, pour aller très vite, nous pensons que nous sommes une société moderne, rationnelle, donc même si on fait la guerre, c'est pour des raisons rationnelles, donc toujours avec des objectifs pragmatiques, et puis si les autres font la guerre, d'ailleurs, ils l'associent à des formes sacrificielles, et bon, voilà. Donc c'est cette opposition qui n'est pas convaincante, parce que finalement, au cœur même de la guerre moderne, et Dieu sait combien on a eu de guerres et combien ces guerres sont meurtrières et combien ces guerres, il y en a beau dire que ces guerres correspondent à des objectifs utilitaires, de conquête. On a beau donner toutes les raisons possibles et imaginables, une forme de rationalisation, elles ne sont pas plus rationnelles que les formes de guerre
qu'ont connu les sociétés primitives, par exemple, ou bien même les sacrifices aztèques. Donc là aussi, il faut en finir avec le grand partage et de croire qu'il y a des sociétés qui seraient sorties du sacrifice et qui pratiqueraient la bonne guerre, ou qui pratiqueraient la guerre technologique et la guerre utilitaire. Quelque part, c'est un énorme paradoxe, parce que dans les guerres modernes, on n'a jamais peut-être autant tué, et de façon intensive et de façon systématique. Mais justement, en faisant croire que malgré la violence de la guerre de destruction, malgré son côté terrible, nous, les modernes, nous avons tendance à penser que nos comportements restent quand même rationnels, quoi. Même les camps de concentration, finalement. C'est-à-dire, on pourra toujours expliquer cela par des processus de décision, par des nécessités économiques et autres, etc. Puis on n'est pas prêt, en fait, de se considérer finalement comme les autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas si moderne que ça, comme le dit Bruno Latour. En fait, on n'a jamais été si... Enfin, on croit être moderne, mais peut-être qu'on l'a jamais été. On n'est pas si moderne qu'on le croit. Et qu'il faudrait voir peut-être justement toutes les dimensions qui relèvent du sacrifice qu'on a mis de côté, ou du côté des sociétés autres. Et c'est un peu l'analyse que je fais dans mon livre sur la violence et le sacrifice, la guerre, comment il s'appelle déjà cet ouvrage, la guerre et la violence et le sacrifice. Il faut que je le retrouve là. Guerre et sacrifice, la violence extrême, quoi, voilà. Guerre et sacrifice, la violence extrême. De nouveau, c'est une réflexion qui est partie des sociétés dites primitives, pour montrer en fait comment le sacrifice, on peut le déplacer, et puis que le sacrifice, il n'habite pas seulement ces sociétés, et puis même s'il les habite, il les habite pas négativement. Hein, ça remplit une fonction, etc. Mais que cette fonction n'est pas absente de notre modernité, n'est pas absente de nos formes de guerre, et que peut-être nos formes de guerre sont peut-être beaucoup plus sacrificielles, en fait, ou autant, en tout cas, que les guerres primitives. Mais nous, on part de l'idée que nous, non, on ne fait pas de sacrifice, on fait de l'intérêt, on fait de l'utilitaire, on fait de la technologie, mais on n'est pas primitif, on n'est pas sacrificiel. Alors que, quand même, une bonne partie, là aussi, c'est peut-être un lieu commun, mais ça dépend à quel niveau on se place. Mais nos sociétés, et justement, je reviens à Georges Bataille, quoi, enfin, notamment, mais pas seulement, il montre bien, en fait, que comment, au cœur même de la modernité et au cœur même de la production industrielle et de l'accumulation, comment nos sociétés, en fait, peuvent apparaître irrationnelles, ou peut-être encore plus irrationnelles que les sociétés primitives, dans la mesure où, au nom d'une logique économique, ou soi-disant logique économique, on est prêt à détruire des surplus entiers, au nom d'une logique économique, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, quoi. Enfin, donc, il y a une forme d'irrationalité dans ce que Bataille a appelé, en fait, la part maudite, ou la dépense, ou la part honteuse, plus précisément, celle qu'on ne veut pas reconnaître, quoi. Donc, du sacrificia, mais sauf qu'il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu en tant que tel. Donc on le masque à travers des considérations purement rationnelles, ou soi-disant rationnelles. Et la machine tourne, et parfois même elle tourne très fort, et elle produit des catégories sacrificielles peut-être beaucoup plus fortes que n'importe quelle autre période de l'histoire. La guerre totale, la guerre où on sacrifie dans la guerre totale, on sacrifie des milliers, des dizaines de milliers d'individus au nom de la patrie, au nom du sacrifice suprême. Parce que là aussi, bon, il y a encore quelques espaces où on parlait encore de sacrifice à ce niveau-là, mais enfin, on essaie de le masquer le plus possible. Aujourd'hui, on parle la guerre totale telle qu'elle est pratiquée
pratiquée à grande échelle par les Américains notamment, mais par, disons, les armées modernes, c'est la guerre du zéro mort, quoi. C'est-à-dire, en fait, la guerre pour les autres, on les tue, mais se préserver, et puis préserver ses propres soldats. Donc on est dans cette configuration de guerre zéro mort qui apparaît comme une aberration totale, c'est-à-dire on est prêt à massacrer des milliers de gens, des centaines de milliers, comme pendant la guerre du Golfe, pour préserver finalement ses propres soldats et pratiquer ce qu'on appelle la guerre zéro mort. Donc la guerre zéro mort apparaît comme une absence de sacrifice, on est dans la rationalité. Par contre, les catégories sacrifiées, elles peuvent être sacrifiées autant qu'on veut, quoi. Enfin, parce qu'au fond, elles appartiennent à une autre humanité, finalement. Et c'est ça, au fond, qui pose problème. Cette frontière qu'on introduit dans l'idée qu'il y a des sociétés sacrificielles détestables parce qu'elles sont violentes, et puis nous sommes une société rationnelle, même si on massacre beaucoup plus que les autres, c'est un massacre qui apparaît comme légitime, qui apparaît comme propre, finalement. Hein. Et donc, comme le dit Derrida, en fait, pourvu qu'on sacrifie l'autre, quoi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça le propre de notre société, c'est de penser que c'est les autres qui doivent être sacrifiés et c'est nous qui devons, enfin nous, c'est-à-dire les héros élus, quoi, enfin, qui devons être préservés. Mais le problème, c'est que dans notre société, au fond, aucune, finalement, quelque part, si on y réfléchit, aucune catégorie n'est préservée. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est-à-dire que la catégorie sacrificielle, elle traverse l'intérieur même de notre société. Et on sait très bien qu'il y a des catégories sacrifiées, les migrants, les pauvres, etc. Donc, ça fait partie de notre société, mais c'est des catégories sacrifiées qui font fonctionner la machine, qui font fonctionner l'économie, qui font fonctionner la guerre, et on est prêt à les sacrifier au nom, justement, d'une certaine forme d'efficacité. Donc, en fait, le sacrifice traverse en entier et tout le temps nos espaces. Et c'est des espaces labiles, quoi. Enfin, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas le bon et le méchant, c'est pas toujours l'autre qui est sacrifié. À l'intérieur même de notre propre société, il y a des catégories sacrifiées et qu'on peut mettre... qu'on peut sacrifier pour remplir un certain nombre de fonctions ou pour remplir un certain nombre de considérations. Donc voilà, c'est pas non plus pour essentialiser, hein, c'est pas pour dire... Mais il se trouve que quand même, la plupart du temps, les catégories sacrifiées se trouvent toujours du côté de ceux qui n'appartiennent pas au, comment dire, ne sont pas du bon côté, quoi, en fait, du bon côté. Et puis ces catégories sacrificielles, elles ont le propre, en fait, qu'elles sont labiles et au fond, elles peuvent changer, quoi. En fait, leur frontière peut changer. Et puis un jour, c'est une catégorie qui est sacrifiée, un autre jour, c'est une autre, quoi. Enfin, donc c'est pas nécessairement des catégories qui sont au fond, c'est des catégories relatives. C'est en fonction du contexte et en fonction du moment et en fonction du processus d'exclusion que ces catégories sont sacrifiées. Donc, et ces catégories ne sont pas toujours les mêmes, finalement. Et il me semble que c'est ce qui marque un peu notre modernité. On est dans une modernité qui fonctionne sans vouloir l'admettre, sur des catégories sacrificielles, mais qui sont tues et qui ne sont pas données pour telles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on préfère donner des explications rationnelles, quoi. Et toute proportion gardée, on retrouve en fait cette dimension de la catégorie sacrificielle dans notre système économique, notamment à travers la vache folle. Au fond, il y a un lien vraiment que je fais entre la catégorie sacrificielle, propre à notre société, propre à notre guerre, propre à notre économie, à travers la vache folle, puisque finalement, la catégorie sacrificielle renvoie de nouveau en fait à ce que
Georges Bataille a mis en évidence, à savoir que nous sommes un système économique qui, à un certain moment, préfère sauvegarder la logique du profit, la logique économique, au détriment, au fond, d'une logique sociale, d'une logique, d'une logique qui respecterait l'animal ou qui respecterait l'être humain. Et dans le cas particulier de la vache folle, finalement, on a produit une vache qu'on a rendue malade à travers la nourriture carnée qu'on lui a donnée, alors qu'on sait très bien que par définition une vache elle est herbivore. Donc on l'a transformée parce que on voulait utiliser les déchets des farines animales, donc on a été capable jusqu'à la rendre carnivore et même cannibale, alors même qu'on n'était pas censé en fait utiliser ces produits. Et ce qui s'est passé, c'est que on a assisté à une sorte de mise à mort de la vache et d'une mise à mort de la vache sous la forme du bouc émissaire. C'est-à-dire, en fait, la vache, elle est devenue la responsable de toutes les contradictions et de toute l'hétérogénéité du système économique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu la vache responsable de la maladie, alors que c'est nous-mêmes et notre système de production qui est à l'origine de cette catastrophe. Et au lieu d'admettre cette catastrophe, et pour pouvoir continuer à faire fonctionner la machine, on a préféré éliminer les vaches, alors même que ces vaches n'étaient pas toutes malades, mais enfin on a préféré utiliser cet argument. Et au fond, on a pensé avoir réglé le problème de cette façon, justement en ne tenant pas compte du tout de la catégorie sacrificielle, alors qu'on aurait dû réfléchir en termes vraiment sacrificiels, et on a pensé sauver les meubles en éliminant la maladie avec la vache. Mais dans la pratique, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à travers la vache folle, on a découvert que notre système économique fonctionne bien sûr sur l'exploitation de l'animal, l'exploitation effrénée, sur la production de maladies, hein, sur les catastrophes sanitaires. Et au lieu de prendre en considération ces éléments-là, pour pouvoir les rectifier, on continue dans notre aveuglement de productivité et on va de l'avant en tuant des vaches et en essayant enfin de relancer la machine. Donc c'est quoi d'autre sinon une catégorie sacrificielle, la vache? C'est dans ce sens-là que je l'analyse.